Merci d'être venu. Donc pour la première conférence de la journée, on va accueillir Claire Sergent, qui est neuroscientifique, spécialiste de la conscience et professeure à l'Université Paris-Cité, où elle dirige une équipe au sein du Centre des neurosciences intégratives et de la cognition. Par ailleurs, elle est aussi co-directrice du Master de sciences cognitives qui est cohabilité par l'École normale supérieure, l'École des hautes études en sciences sociales et l'Université Paris-Cité. Et donc après cette brève introduction, je vous laisse au plaisir de découvrir la conférence de professeur Sergent qui s'intitule « L'esprit ouvert, qu'est-ce que les sciences cognitives nous apprennent sur nous-mêmes ». Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, voilà, comme Guillaume l'a dit, je suis... merci. Elle fonctionne ? Oui. Voilà, comme Guillaume l'a dit, je suis à la fois chercheuse en sciences cognitives et co-directrice du Master de sciences cognitives de Paris, le CogMaster. Et d'abord, je voudrais saluer le magnifique travail de l'équipe de Cognivance, donc cette association qui monte le Forum des sciences cognitives, et parce qu'ils font ça en même temps que leur année de master. Et je suis bien placée pour savoir que l'année de master, c'est également très prenant. Voilà, donc merci beaucoup pour ce bel événement. Alors, le sous-titrage. Oui, donc vous m'avez fait l'honneur de me proposer d'introduire cette journée dédiée aux sciences cognitives. Et bon, moi, mon travail de chercheuse, il est essentiellement centré sur un thème qui est vaste et qui est essayer de comprendre les bases cérébrales et les mécanismes neuronaux de la prise de conscience, notamment perceptive. Mais puisque j'ai l'honneur d'introduire cette journée, j'avais envie d'en profiter pour prendre un peu de recul et faire une introduction un peu plus générale sur les sciences cognitives, réfléchir à d'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons. Voilà, rien que ça. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, quelle est la grande question des sciences cognitives? Donc on s'intéresse à comment fonctionne l'esprit et comment il peut naître d'un organe biologique comme le cerveau. Mais qu'est-ce que c'est l'esprit? Je vous propose d'illustrer un peu cette idée avec une vidéo qui vous permet de voir l'esprit en direct. Ok. Donc là, est-ce que vous avez vu un film très ennuyeux avec des formes géométriques qui bougent de manière aléatoire? Ou qui a vu autre chose qu'un film très ennuyeux avec des formes géométriques qui bougent de manière aléatoire? Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, a priori, vous avez vu beaucoup plus que ça? Vous avez vu des émotions, peut-être la peur, des intentions, je voudrais sortir de la pièce, des pensées.
vous avez vu des pensées à l'œuvre. Pour expliquer cette scène-là, vous avez supposé un esprit, des émotions, des pensées, des projections, des projets, etc. Donc le fait que ce soit porté par de simples figures géométriques renforce l'idée que finalement il y a une force qui est autre que juste les forces de la physique habituelle qui est agissante dans le monde. Et c'est très étonnant, et c'est ça qu'on appelle l'esprit, et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer, de comprendre, et comprendre comment cet esprit peut naître de la physique et de la biologie. Alors, je pense que actuellement, aujourd'hui, on est à un moment extrêmement particulier pour la compréhension de l'esprit. Bien sûr, on s'est toujours intéressé à cette question, comment ça fonctionne, comment nous fonctionnons. Mais là, par hasard, nous sommes nés à un moment où il y a une accélération incroyable de notre compréhension de nous-mêmes. Et ça, dans plusieurs domaines qui s'intéressent à cette question. Déjà, dans le domaine de la psychologie, il y a un tournant important au XIXe siècle avec la naissance de la psychologie scientifique et en particulier de la psychophysique. Alors, qu'est-ce que c'est la psychophysique? Eh bien, c'est l'idée qu'on va s'intéresser à la relation entre une stimulation et une sensation. Et on va essayer de la mesurer comme on mesure d'autres appareils, comme on mesure la sortie d'un appareil. Et les psychophysiciens vont commencer à établir des méthodes pour mesurer de manière fiable, par exemple, la sensation associée à une stimulation, et établir les lois qu'ils observent, de vraies régularités, les lois qui régissent cette relation. Un peu plus tard, donc début du XXe siècle, ça a évolué dans ce qu'on appelle le behaviorisme, vous avez peut-être entendu parler, comportementalisme, où cette fois, on s'intéresse uniquement à un système entrée-sortie. Voilà. On ne s'intéresse plus du tout à d'éventuelles représentations psychologiques, etc. Et on continue à développer une méthodologie qui sera très importante pour la psychologie par la suite. Et c'est au milieu du XXe siècle qu'on commence à un peu dépasser cette idée simplement entrée-sortie du système cognitif et que de nouveau, on met l'esprit au centre des investigations en supposant des mécanismes cognitifs entre l'entrée et la sortie qui est le comportement. Et on imagine l'existence, enfin en tout cas, on essaye d'expliquer les mécanismes d'attention, bref, des mécanismes ou de mémoire de travail, bref, des mécanismes internes, mais toujours en bénéficiant de ces fameuses méthodes objectives qui ont été développées par les behavioristes et par les psychophysiciens auparavant. Et un autre élément très important de cette psychologie cognitive, c'est qu'ils vont commencer à réfléchir à ces variables internes qui vont expliquer la psychologie de manière générale en termes d'information et de traitement d'information, ou de représentation et d'opération sur ces représentations, ce qui lie ce domaine et ce qui se fait en parallèle de l'évolution de l'informatique. Et ça a énormément boosté également la psychologie. Et donc, comme je vous le disais, au même moment, on a l'évolution de l'informatique. Et finalement, l'informatique, c'est quoi? C'est essayer de mécaniser des processus de pensée, mécaniser des opérations mentales, voir si on peut les découper en opérations simples qui vont aboutir à un calcul complexe. Donc il y a vraiment cette idée dans l'informatique qu'on va décomposer la pensée et il y a un dialogue permanent entre ce qu'on voudrait faire à la machine et ce qu'on introspecte de nos propres processus.
Et je dirais que la naissance de l'informatique, donc de ces machines qui commencent à avoir des processus entre guillemets mentaux, ou en tout cas faire des opérations complexes, a le même effet de boost de l'imagination aussi pour comprendre et conceptualiser comment fonctionne la pensée humaine, que avait eu en son temps le développement des automates, donc à l'époque de Descartes, pour permettre d'imaginer qu'effectivement les mouvements des corps pouvaient être compris et générés par finalement des phénomènes physiques. Donc je dirais que l'informatique aussi n'est pas forcément une réplique, et très souvent n'est pas une réplique de ce qui se passe dans notre cerveau, mais par contre, ça a totalement boosté notre capacité de dire « Ah oui, si ça se trouve, je peux effectivement expliquer ces phénomènes mentaux par des processus physiques, finalement. » Et donc, on en arrive bien sûr aussi aux neurosciences qui ont connu un boom extraordinaire. Alors, je dirais qu'il y a un moment, un tournant très important, notamment représenté par Paul Broca, de la neuropsychologie, où on va commencer à faire un lien entre un déficit cognitif ou psychologique précis qu'on va réussir à caractériser et le fonctionnement d'une partie du cerveau. Donc, vous connaissez peut-être, sans doute, l'histoire de Paul Broca, qui voit un jour arriver un patient qui avait ce qu'on appelle une aphasie, c'est-à-dire il était incapable de parler normalement, il ne pouvait articuler que la syllabe « temps ». Et donc, on l'appelait le patient « temps ». Et puis, quelques jurons, mais sinon, c'était la syllabe « temps ». Et Paul Broca a vraiment bien étudié son déficit. Il a remarqué que même s'il ne pouvait pas prononcer le langage, il était capable de le comprendre. Si on lui disait « prenez tel objet sur la table », il allait le faire. Donc, il s'agissait d'un déficit précis qui était un déficit de langage, mais d'articulation du langage, un déficit moteur du langage. Et lorsque le patient est décédé, Paul Broca a fait l'autopsie de son cerveau et a remarqué qu'une lésion focale dans le lobe frontal, dans une région qu'on appelle maintenant la région de Broca, et les observations successives ont montré qu'effectivement, ce genre d'aphasie spécifique était toujours lié à des problèmes dans cette région-là. Donc on commence à cartographier le territoire et on commence à comprendre le lien entre l'activité d'un organe biologique et la pensée, la cognition. Alors, donc ça, c'est 19e siècle. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, Paul Broca n'aurait pas eu à attendre la mort de son patient pour savoir où se trouvait la lésion. Il l'aurait juste fait rentrer dans une IRM et 10 minutes après, il aurait eu l'image du cerveau du patient. Et donc, moi, j'ai la chance de pouvoir travailler avec l'IRM et encore aujourd'hui, je suis toujours fascinée de voir une personne rentrer dans le laboratoire, aller dans cette machine et puis découvrir sur un écran la chose la plus intime de cette personne, l'intérieur de sa boîte crânienne. Et puis la personne ressort évidemment indemne de cet examen. Et quand on y réfléchit, donc l'IRM anatomique, c'est 1973. C'est très récent à l'échelle d'une science. Donc c'est un peu comme si on venait d'ouvrir le paquet cadeau à Noël, quoi. On commence à jouer avec et on commence à explorer les choses avec ces outils-là.
Un peu plus tard, on arrive à faire de l'IRM fonctionnel, qui est maintenant beaucoup utilisé, c'est-à-dire que si on fait faire des tâches aux personnes dans l'IRM, on va pouvoir voir quelles régions cérébrales s'activent dans le cerveau, lesquelles sont plus actives et lesquelles sont moins actives. Et on a également des techniques qui permettent d'enregistrer directement l'activité électrique du cerveau, électroencéphalographie et magnétoencéphalographie, qui sont un peu plus anciennes, mais dont l'exploitation continue à évoluer de nos jours, de manière à ce qu'on puisse décrire de manière de plus en plus fine l'activité cérébrale et la mettre en relation avec l'activité mentale. Et à une échelle beaucoup plus fine, beaucoup plus petite, une révolution arrive aussi avec l'enregistrement des neurones uniques chez l'animal dans les années 1940, où là, on va commencer à décoder la manière dont les neurones représentent différentes informations. Voilà. Et on va commencer à lire dans le cerveau. Donc, différentes disciplines qui connaissent des booms conceptuels, techniques durant les siècles derniers, et puis une convergence de ces disciplines. C'est-à-dire qu'il y a eu, en particulier, on date dans les années 60, des événements dans lesquels des scientifiques de ces différentes disciplines, alors là, moi, j'ai parlé que de 3 disciplines parmi les 6 qu'on va classiquement associer aux sciences cognitives, mais donc la philosophie, la linguistique, l'anthropologie, les neurosciences, l'informatique, la psychologie. Toutes ces disciplines et les chercheurs de toutes ces disciplines vont se rendre compte dans ces années-là qu'ils ont des intérêts communs et qu'ils ont également des méthodes à s'échanger et qu'ils ont tout à gagner de travailler collectivement. Et donc ces différentes disciplines se retrouvent autour d'un objectif commun. Donc, comprendre l'esprit dans un cadre naturaliste, voilà, décrire l'esprit et les capacités cognitives comme un objet naturel. Ils partagent aussi ce cadre conceptuel que j'évoquais, qui est de voir l'activité mentale comme un processus qui est un traitement de l'information et qui a eu finalement beaucoup de succès, qui a permis beaucoup d'avancées. Également, alors, ici, là, dans cette représentation, chaque discipline est mise au même niveau, mais vous pensez bien que les tenants d'une ou de l'autre discipline ont par moment considéré que finalement, par exemple, la description totalement formelle de l'informatique allait pouvoir tout expliquer et tout résoudre et rendre obsolètes les explications des autres disciplines. Les neurosciences, pareil, on va tout expliquer par les neurones. Et puis j'ai l'impression, en tout cas, voilà, de mon point de vue et avec le recul que j'ai dans cette discipline, qu'on arrive à un stade où finalement on a l'impression que aucun des niveaux d'explication que permettent d'aborder ces disciplines ne pourra être éliminé du champ si on veut comprendre de manière globale tous les phénomènes. Après, voilà. Donc, mais c'est vrai qu'au démarrage de ces sciences, on a pu penser qu'une des disciplines allait être voilà, l'explication finale qui regrouperait toutes les autres. Et je pense que c'est moins le cas actuellement. Alors, que nous apprennent les sciences cognitives sur nous-mêmes? Alors, bien sûr, je ne vais pas... Je vais pas vous présenter tout ce que les sciences cognitives nous ont apporté jusqu'ici, parce qu'en plus, ce ne serait pas seulement les sciences cognitives, ce serait toutes les avancées qui ont précédé cette convergence. Je vais vous parler de moi, ce qui m'a particulièrement
intriguée, ce qui m'a particulièrement fait avancer sur la manière dont je conçois le fonctionnement cognitif. Et la première chose, c'est ces nouvelles sciences, je pense, nous permettent d'établir une juste mesure de ce que sont l'étendue et les limites de nos capacités cognitives. Et ce que je remarque, c'est que nos a priori sur nos propres capacités cognitives, notre introspection, nous trompe doublement. Et quand on mesure effectivement nos capacités cognitives, on est assez surpris. Alors, je vous donne un premier exemple, qui est l'exemple un peu classique de l'attention. Donc là, je pense que vous seriez d'accord avec moi pour dire que, et quoi qu'on connaisse sur le fonctionnement de l'attention, on ne peut pas se séparer de l'impression que quand on a une scène devant les yeux, on voit à peu près tout ce qu'on a sous les yeux. Okay, mais si on le mesure vraiment, on voit que ça n'est pas vraiment le cas. Donc là, je vais vous montrer un petit film qui se déroule dans la salle d'attente du laboratoire de psychologie d'un collègue, Mike Cohen. Voilà, donc ils devraient ranger un peu leur salle d'attente. Et vous allez voir que certains objets, certains éléments de cette scène vont changer tout doucement. Et donc je vous demande de repérer les changements. Alors, j'imagine que vous avez vu certains changements. Mais maintenant, montrons le début et la fin l'un après l'autre. Et vous allez voir que il y a sûrement beaucoup de changements que vous n'avez pas réussi à capturer parce qu'ils étaient extrêmement lents. D'accord ? Donc, même si vous avez tout le loisir de voir cette scène, vous l'avez sous les yeux relativement longtemps, de l'explorer, etc., je dirais que vous allez repérer 30% des changements sur cette scène. Ça, c'est une des démonstrations classiques, on appelle ce genre d'expérience change blindness, une des démonstrations classiques du fait que notre attention n'englobe pas toute la scène, mais à chaque instant, nous avons un pool limité d'attention, un petit nombre d'éléments auxquels on peut faire attention. Le démarrage de la psychologie cognitive, ça a été aussi de mesurer toutes ces limites, limites en termes de quantité d'informations pour l'attention, en termes de nombre d'items en mémoire de travail, etc. Mais je dirais que notre introspection nous trompe doublement sur nos limites, mais aussi sur nos atouts. Parce que, paradoxalement, certaines choses que nous faisons sans y penser spontanément, etc., lorsqu'on les étudie, lorsqu'on essaye de comprendre comment nous le faisons, nous nous rendons compte que ce sont des opérations totalement non triviales. Alors, par exemple, si je vous montre ça, qu'est-ce que vous voyez ? Un visage, vous êtes d'accord ? Ouais. Et même, vous pourriez dire, c'est un homme ou une femme, d'après vous ? Voilà, c'est une femme. Vous avez même peut-être l'idée de si elle est souriante ou pas, etc. Mais enfin, quand même, vous êtes une bande d'affabulateurs parce que ce sont des taches blanches sur un fond noir. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose... Enfin, donc c'est juste de la perception pour vous. Hein. C'est quelque chose qu'on fait totalement spontanément et sans y penser. Mais si, par exemple, on essaye de faire en sorte qu'un ordinateur puisse voir un visage dans ces tâches-là, eh bien, ça, c'est vraiment pas facile. Et si vous voulez essayer, moi, j'ai essayé, du coup, quand je faisais ma présentation, j'ai essayé de voir si mon téléphone reconnaissait un visage dans cette figure-là. Non. Donc,
Et donc, c'est assez intéressant aussi de voir dans l'histoire de l'informatique que ce genre de choses qui nous paraissent complètement triviales, genre reconnaître un visage, on a réussi à les faire, et en fait de manière assez différente de l'humain, par l'informatique, beaucoup plus tardivement que des choses qui pour nous sont assez difficiles, par exemple gagner aux échecs. Donc typiquement Deep Blue gagne aux échecs contre le champion du monde Kasparov, c'est 1997. Et je crois que la reconnaissance automatique des visages dans Facebook, et encore une fois qui est faite de manière totalement différente de nous, c'est 2011. OK. Et encore, donc, ce genre de stimuli ne va pas être capturé par ces programmes. Oui, donc ça commence à nous donner un petit indice que ce qui nous paraît trivial, donc la perception, n'est peut-être pas finalement si trivial que ça, et n'est peut-être pas finalement juste un enregistrement passif de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que pour pouvoir reconnaître un visage là-dedans, il faut avoir une sacrée connaissance des propriétés du monde, et notamment des propriétés de la manière dont la lumière se reflète sur des volumes, voilà, etc. Et donc, si ça se trouve, le fait que ce soit facile pour nous de reconnaître un visage ici, c'est parce qu'on a un sacré modèle de ce qu'est le monde et comment il fonctionne dans notre tête. Je vous donne un autre exemple ici. Je pense que dans cette image, vous avez sans doute l'impression que la boule qui est en bas à gauche est plus petite que la boule qui est en haut à droite. Oui ? Alors, si on les regarde à plat, en 2 dimensions, en fait, et donc sur la projection sur votre rétine, c'est la même taille. D'accord ? Donc sur votre rétine, ces 2 objets ont la même taille. Cependant, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir que 2 objets ont la même taille sur notre rétine. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir la taille des objets dans le monde extérieur. Et effectivement, on pourrait appeler ça une illusion dans le sens où, en 2 dimensions, les 2 objets ont la même taille et nous les percevons différemment. Mais c'est une illusion assez véridique si on considère que ce sont des objets dans le monde. Eh bien, c'est assez intéressant de voir que cette interprétation de haut niveau de ce que nous avons sous les yeux, qui dépasse les propriétés basiques du stimulus, eh bien, on arrive à les lire dans le cerveau. Donc là, vous voyez un zoom sur le cortex visuel. Maintenant, on arrive très bien à lire une représentation visuelle sur la carte corticale qui se trouve dans le cortex occipital. Et donc, on va réussir à lire la représentation de chacune de ces boules dans le cortex visuel des individus. Et on va pouvoir voir qu'effectivement, ces 2 représentations, ces 2 boules qui sont, du point de vue de leur projection sur la rétine, identiques, vont avoir des représentations différentes dans le cortex visuel. Et celle-ci a une représentation plus large, elle va prendre, il y a plus de neurones qui l'encodent, et elle va prendre plus de place sur la carte qui est dans notre cerveau. Et si on essaye de regarder comment cette interprétation s'établit dans le temps, donc on peut utiliser des techniques, cette fois, donc ça c'était l'IRM fonctionnel, on peut utiliser des techniques telles que l'électrophysiologie, eh bien on se rend compte qu'il y a 2 temps dans l'établissement de cette interprétation. Il y a d'abord un premier temps, les 100 premières millisecondes, où finalement l'objet est encodé de manière bas niveau, c'est-à-dire que les 2 objets qui ont la même taille vont provoquer des activations similaires dans le cortex visuel primaire. Et puis arrive une modulation de cette activité
qui va refléter plutôt cette interprétation de haut niveau du monde et que nous ressentons quand nous voyons cet objet. Et cette modulation-là, on pense que c'est donc l'arrivée d'une espèce de modèle de plus haut niveau de ce qui se passe dans l'environnement et qui est créé par l'interaction entre les différents niveaux d'interprétation visuelle, donc entre différentes aires visuelles. Donc, première passe d'information assez véridique, proche de l'entrée sensorielle, et puis des activations retour par différentes aires visuelles qui vont raffiner cette interprétation et qui vont nous donner une vision riche et très interprétée de ce que nous avons sous les yeux. Alors, je voudrais donner un dernier exemple qui quitte un peu le domaine de la perception pour vous montrer à quel point on peut avoir des modèles de haut niveau dans notre cerveau et dans notre cognition et qui peuvent nous sauver la vie. Donc là, on va imaginer que nous sommes dans une forêt vierge, tout à fait inconnue pour nous, et que nous devons survivre, nous devons trouver de quoi nous nourrir pour survivre. Et heureusement, nous trouvons des autochtones qui nous montrent des exemples des plantes qui sont comestibles. Ces plantes comestibles, ce sont des tufas. Vous avez déjà vu des tufas? Non? C'est délicieux. Non. Donc, bon, ce sont des plantes inventées, mais mettons que là, on a besoin de les trouver pour survivre, et les autochtones nous montrent 3 exemplaires de tufas. OK. Et puis après, vous partez dans la forêt à la recherche de tufas, et puis alors, vous tombez sur ces différentes plantes-là, ABCD. Et en fait, il n'y en a que 2 qui sont vraiment des tufas. On vous a juste montré 3 exemplaires. C'était la première fois que vous les voyez. Et vous devez décider si A, B, C ou D sont des tufas. Alors, qui est-ce qui serait prêt à manger A? OK. Qui est-ce qui serait prêt à manger B? Prudent. Qui est-ce qui serait prêt à manger C? Et qui serait prêt à manger D? OK. Donc, effectivement, A et D sont 2 tufas, selon une organisation inventée par les expérimentateurs, mais sous la forme d'un arbre généalogique, comme on sait qu'il régit aussi le règne du vivant. Et dans cet article, qui est passionnant, les auteurs démontrent que si nous sommes capables, comme vous l'avez été ici, de généraliser ces 3 petits exemples à toute cette branche de tufas, là, moi je vous ai montré ces 2 tufas-là, et vous avez su les reconnaître. Si vous êtes capable de faire ça en un coup, c'est parce que nécessairement votre cerveau a, sous une certaine forme, un modèle que ce qui régit les différences entre ces différentes plantes, c'est un arbre. C'est une organisation en arbre. Autrement dit, et dit plus simplement, il semble que pour comprendre les relations entre les objets, et là nous voyons et on nous dit que ce sont des objets naturels, eh bien nous évoquons des modèles de haut niveau de quel genre de connexion régit les relations entre ces objets. Ce n'est pas toujours des arbres, hein, ça dépend vraiment du type de relation. Mais dans le monde naturel, ce sont des arbres. Et donc, c'est assez fascinant de voir que ces capacités que nous avons, qui sont spontanées, qui nous paraissent triviales, sont en fait le fruit d'une combinaison d'informations extérieures avec un modèle du monde qui s'est affiné avec l'expérience du monde. Donc, voilà,
mon impression, c'est que si on veut comprendre notre rapport au monde, il y a à la fois l'existence de ces modèles internes et qu'on retrouve, en fait, je vous ai surtout parlé de perception, mais qu'on retrouve de la perception aux relations sociales. Hein. Pour comprendre nos relations sociales, spontanément, on va évoquer des modèles de ce type-là. Et donc ces modèles se combinent avec les données présentes pour donner une interprétation. Et tout ce que nous avons, même la perception, c'est une interprétation du monde. Et qui sont mis à jour en permanence sur la base des statistiques. Ça étonne aussi souvent parce que voilà, tout le monde n'est pas super fort en statistiques à l'école ou en probabilité. Et pourtant, voilà, c'est presque frustrant. Hein, et pourtant, nos cerveaux font un travail de statisticien extraordinaire. Et dès la petite enfance. Et voilà. Et on comprend de mieux en mieux les règles de combinaison et de mise à jour de ces modèles, et en particulier en les comparant aux modèles optimaux de combinaison de différentes informations qui sont régies par les statistiques bayésiennes. Bref. Donc ce sont des processus puissants, efficaces, et largement automatique. Et si on revient à ce qu'on a évoqué pour l'attention et les limitations de mémoire de travail, etc., eh bien, il semble que s'ajoutent à ces processus très automatiques et très puissants et très efficaces, des processus qui sont plus lents, qui portent sur un petit nombre d'éléments à la fois et qui peut-être permettent d'arbitrer, d'agir sur ces modèles et d'ouvrir de nouvelles possibilités. Bon, donc c'est une image très schématique, mais voilà, je vous livre mon analyse de ces deux grands ensembles de propriétés qui semblent régir notre fonctionnement et qui peut-être recouvrent un peu notre distinction entre traitement automatique et traitement conscient. Et donc c'est là où j'arrive, je vais quand même vous parler un tout petit peu de ce que je fais. C'est là où j'arrive à des expériences où on ne s'intéresse plus seulement au traitement de l'information, mais on va commencer à s'intéresser à l'expérience subjective du sujet. On va lui demander ce qu'il ressent et on va essayer de voir si on est capable de lire dans l'activité cérébrale cette expérience subjective. Autrement dit, on va essayer de contraster le traitement conscient et non conscient d'une information. Alors, on a déjà eu une petite idée de ça quand on a regardé le film où certains des changements de la scène nous ont échappé. Ces changements avaient quand même lieu sur votre rétine, ils étaient quand même traités par votre cerveau jusqu'à un certain point, mais certains sont devenus conscients, et vous étiez capable de les rapporter, de dire oui, c'est dans mon esprit, et d'autres ont sûrement été traités, mais ils ont échappé à votre expérience subjective. Donc, de nombreux chercheurs se sont interrogés sur les bases cérébrales. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans notre cerveau lorsque la même information est traitée de manière inconsciente et lorsqu'elle est traitée de manière consciente. Et donc, nous avons, par exemple, utilisé un type de protocole qui s'appelle l'attentional blink ou clignement attentionnel, qui, pareil, va manipuler l'attention afin d'obtenir une situation dans laquelle un stimulus, par exemple, là, c'est un mot, présenté au centre de l'écran, au centre de votre vision, pour la même durée, va de temps en temps, vous allez dire oui, j'ai vu ce stimulus, et de temps en temps, vous allez dire ah mais non, je l'ai pas vu du tout, d'accord ? Et donc là, au lieu de m'intéresser à la différence dans votre cerveau lorsque je vous montre le stimulus A versus le stimulus B, là, le stimulus n'a pas changé, mais je vais trier les essais selon ce que vous me dites de ce qui se passe dans votre expérience subjective. J'ai vu ou j'ai pas vu.
OK. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons enregistré par électroencéphalographie l'activité cérébrale de nos participants. Et là, je vais vous montrer directement la reconstruction dans le cerveau des sources de l'activité électrique qu'on a enregistrée avec l'EEG. D'accord ? Et ça nous a permis de voir le film d'activité entre la présentation du stimulus et le moment où les gens nous disent « Ah, j'ai vu ou j'ai pas vu », le film de l'activité dans le cerveau. Alors, je vous rassure, il est ralenti, hein, parce que normalement, ça se passe assez vite. Et ici, on voit un petit timer par rapport au moment de présentation du stimulus, donc lorsqu'il est vu et lorsqu'il n'est pas vu. Ah oui, et cette présentation-là, c'est pas très habituel, c'est un cerveau vu d'en dessous. OK ? Donc, je démarre le film. Et donc, vous allez voir que les premières activations qu'on observe, hop, elles ont lieu autour de... des bonnes activations qu'on observe, elles ont lieu autour de 100 millisecondes après la présentation du stimulus. Et on voit l'activation du cortex occipital. Donc, c'est le cortex visuel. Avec la même force dans les deux cas. Hein. Pourtant, là-haut, vous me dites que vous ne l'avez pas vu, mais si, le cortex visuel, lui, a été activé. On avance un peu dans le temps, et puis on va voir une progression qui est bien connue de l'activité, qui prend à la fois le cortex occipital, et puis là, le plancher du cortex temporal, donc le lobe temporal, et pour les connaisseurs, un petit peu plus à gauche qu'à droite. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont des mots, et donc il y a une espèce d'asymétrie pour traiter cette information visuelle. Et donc vous voyez que là, à ce stade-là, on n'arrive pas à distinguer si vous allez prendre conscience du stimulus ou pas. Donc on pourrait même se dire que vous avez joué un peu avec l'expérimentateur et qu'en fait, il se passe exactement la même chose, en tout cas dans votre cerveau, lorsque vous dites que vous avez vu et lorsque vous dites que vous n'avez pas vu. Sauf que, un tout petit peu plus loin dans le film, on voit qu'il se produit une divergence. On voit que dans le cas où, à la fin de l'essai, vous allez me dire « j'ai vu le stimulus », il y a quelque chose qui a accroché, il y a des activations qui ont été maintenues en temporel et puis des premières activations en frontal. Et après cela, on va voir toute une séquence d'activités où, cette fois, toutes les régions du cerveau vont s'intéresser à cette information en frontal. Vous allez voir aussi des réactivations temporales, un peu de pariétal aussi. Bref, une très vaste activation dans les essais où vous dites que vous avez vu le stimulus, tandis que toute cette séquence n'a pas lieu lorsque vous dites que vous n'avez pas vu le stimulus. OK, donc la prise de conscience a l'air d'être associée à ces processus. Alors, le consensus n'est pas totalement établi, mais selon ce type d'expérience, la prise de conscience a l'air d'être associée à ces processus qui viennent s'ajouter au traitement spontané de l'information et qui envoient l'information de manière très générale dans le cerveau. Donc, voilà, pour vous dire rapidement, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est d'essayer de comprendre les bases cérébrales de la prise de conscience de manière générale, que les gens soient en train de faire une tâche sur le stimulus, comme ici, ils devaient rapporter le stimulus, ou qu'ils prennent conscience spontanément du stimulus. Et on voit que ici, la différence est essentiellement le déclenchement des aires exécutives, afin de comprendre les mécanismes de base de prise de conscience et pouvoir éventuellement les utiliser pour diagnostiquer la prise de conscience dans certaines pathologies. Mais aujourd'hui, vous allez voir plein de présentations sur les différentes manières d'évoquer ce réseau de prise de conscience. Un dernier domaine dans lequel, que je trouve absolument fascinant dans les sciences cognitives et qui évolue de manière très très rapide, c'est comprendre nos décisions. En fait, aujourd'hui, on possède des modèles extrêmement précis de la prise de décision qui sont capables de prédire
la distribution des temps de réponse, par exemple, et prédire de manière générale comment différentes informations sont combinées, comprendre comment les humains prennent leurs décisions. Et ça, c'est un domaine extrêmement impressionnant et qui a connu une évolution extrêmement forte ces dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est que une des conclusions, c'est qu'il y a une nécessité de dépasser une dichotomie qui est assez classique, dichotomie entre rationnel versus émotionnel, où on se rend compte que pour la prise de décision, les sujets humains, et sans doute que ça fait sens, vont prédire, avant de faire une action, prédire les conséquences de leur action, et évaluer s'il faut faire cette action sur la base de ce que leur prédit leur système émotionnel et leur système de récompense. Donc on va faire une sorte de simulation de ce qui va se produire si on fait ci ou ça, qui va nous donner un signal à travers notamment les circuits de la récompense et diverses émotions sur la pertinence de faire cette action ou pas. Et là, on voit ces mécanismes de prédiction dans le système de la récompense. Alors, finalement, qu'est-ce que les sciences cognitives vont nous apporter ? Bien sûr, j'en sais rien. Hein. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est essayer de donner des éléments de discussion. Ce qu'on peut remarquer, c'est d'abord qu'il y a des attentes très fortes. Alors ça, c'est une photo de la crèche qui est à côté de chez moi, qui développe apparemment une pédagogie neurosensorielle. Donc c'est vrai qu'on est un peu inondé maintenant de neurobidules qui reflètent une espèce d'enthousiasme, je pense, pour les neurosciences et puis les sciences cognitives en général. Donc il y a des attentes qui sont très fortes. Et il y a aussi des inquiétudes légitimes. Alors là, on est en plein dedans. J'imagine que vous avez entendu parler de ces Deep Neural Networks, donc l'évolution récente de l'informatique vers le machine learning, qui est inspirée du fonctionnement des réseaux de neurones. Ça ne veut pas dire qu'ils font la même chose que nous, mais qui a été nourri de l'inspiration des autres sciences cognitives. Et ces machines-là, maintenant, arrivent à répondre à des instructions saugrenues du genre génère-moi une image qui est une deepfake, génère-moi une image du week-end sympa d'Angela Merkel et d'Obama à la plage. Donc c'est pas vrai, hein, attention. Donc là c'est sympa, mais vous vous rendez compte qu'effectivement générer ce genre d'image assez réaliste, ça peut rapidement provoquer des conflits. Donc si on essaye de réfléchir aux perspectives positives que peuvent nous apporter les sciences cognitives, je pense que une attente qui est très forte, c'est que ces sciences cognitives nous apportent dans les domaines de la psychologie le même pouvoir transformatif que, à l'époque, la physiologie scientifique a apporté à la médecine. Voilà, un basculement vers une médecine scientifique qui est plus efficace, assez remarquablement différente de ce qui se produisait avant. Et donc, bien sûr, des évolutions en psychiatrie, peut-être également dans l'éducation. En tout cas, c'est les voies qui ont été engagées. Et bien sûr, dans le grand défi actuel qui est la transition écologique. Pourquoi ? Bien parce que les problèmes climatiques actuels, un des éléments dans la chaîne, c'est bien sûr la psychologie humaine et le comportement humain, et que donc il y a fort à parier que mieux comprendre la psychologie humaine et le comportement humain va jouer un rôle important dans notre capacité de mener cette transition écologique. Et puis, d'un point de vue peut-être un peu plus intime, je pense que ce boom de nos connaissances sur comment fonctionne notre esprit va apporter à chacun, on espère, une meilleure compréhension de soi-même, qui est, comme chacun sait, un premier pas vers la sagesse.
Alors, parmi les inquiétudes et les risques, quelque chose que j'entends souvent, c'est l'idée que ces sciences cognitives vont réduire l'humain à son fonctionnement biologique. Alors, ça a pu être le cas, mais en tout cas, en fait, de ce que je vois, moi, de mes collègues et de l'évolution des sciences, j'ai l'impression qu'on arrive à un stade de maturité où les neurosciences sont revenues à une place aux côtés d'autres niveaux d'explication du comportement humain qui nous viennent plus du niveau psychologique ou anthropologique ou des sciences sociales. Et en tout cas, voilà, de mon point de vue, de ma fenêtre, j'ai pas l'impression qu'il y ait cette menace d'une hégémonie, d'une vision extrêmement biologique ou moléculaire de ce qui se passe, mais plutôt une envie de comprendre les différents niveaux et leurs interactions. Alors, bien sûr, l'intelligence artificielle va nous amener des outils extrêmement puissants et il est probable, c'est ce qu'on est en train de se dire, qu'il faudra amener des régulations pour ce genre d'outils, comme pour n'importe quelle nouvelle technologie extrêmement puissante. Et puis, il y a cet autre aspect qui peut être problématique, c'est qu'on va avoir envie d'utiliser ces connaissances, alors le terme est un peu négatif, mais pour influencer le comportement. Peut-être de manière légitime, par exemple, pour la transition climatique. Ça doit nécessairement s'associer à une réflexion éthique. Et pour terminer, je voudrais juste faire une remarque, enfin, juste boire un coup d'abord. Et faire une remarque parce que moi aussi j'ai cette tendance parfois à me laisser enfermer par les résultats de la science ou par une certaine interprétation des résultats de la science. C'est-à-dire on va dire voilà, les humains sont biaisés ou les humains sont agressifs, etc. Et je me dis c'est aller beaucoup plus loin que ce que nous donne l'observation en fait. Et ça peut être enfermant, c'est-à-dire ça peut être vécu comme une sentence ou un jugement qui nous indique où est-ce que nous devrions aller. Et je pense que c'est important qu'on soit chercheur dans le domaine ou qu'on veuille utiliser les sciences cognitives dans son activité ou même qu'on soit simplement curieux de ces nouvelles connaissances. C'est important de réaliser sereinement ce qu'elles nous apportent. Elles nous apportent une connaissance du terrain autour de nous, mais ce ne sont certainement pas elles qui nous apportent les objectifs, la direction qu'on veut prendre. Ça, c'est une réflexion qui doit être relativement indépendante. Et à cette condition-là, on pourra voir ces connaissances comme une carte des possibles, mais c'est à nous de choisir notre chemin dans ces possibles. Et à cette condition-là, je pense, alors ces nouvelles sciences de l'esprit nous apporteront une véritable ouverture d'esprit. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon forum. Merci, professeur Sergent. Malheureusement, on est un peu court sur le temps, donc on n'aura pas le temps de prendre des questions sur cette session. Et donc, pour la prochaine session, ce sera le professeur Renaud Jardry avec comment les neurosciences nous permettent de comprendre les hallucinations. Si ça vous intéresse, je vous invite à rester dans la salle.